Envoyé à Pékin en fait. Voilà. Et avec une valise, et je ne savais pas dire bonjour en chinois. Voilà. Je suis resté 500 jours en Chine et je n'en suis pratiquement plus jamais revenu. Parce qu'en Chine, j'ai été initié au jade quelque chose. Donc en fait, ce que je voudrais essayer de vous transmettre aujourd'hui, c'est que vous sachiez qu'il existe une transmission. Que le jade, c'est quelque chose qui traverse toute l'histoire de la Chine et qu'il porte quelque chose, étonnamment. Donc ça, c'est le Yiking, d'accord? À l'origine de la Chine, de la Corée, de la Mongolie, du Tibet, de tout le domaine d'influence de la Chine, Yiking. Un seul caractère, le premier. Le premier, il se prononce Tian, le ciel. Ça veut aussi dire jade. Allez comprendre pourquoi le premier caractère de Yiking, un caractère extrêmement ancien, veut dire jade et ciel à la fois. Un lien entre le jade et le ciel. Regardez comment on écrit Wang, le roi. C'est le même caractère de Yiking, vous connaissez les 3 niveaux, et puis une barre verticale. Et ça, c'est Wang, le roi, le pontife. Le pontife, c'est celui qui établit un pont entre la terre et le ciel. Voilà comment on écrit jade. Étonnant, non? C'est le mot roi avec juste une toute petite désinence là. Ça signifie que le roi est attaché au principe, le jade est attaché au principe de royauté. Je ne peux pas vous en dire plus. Bienvenue en Chine. Si vous voulez, l'histoire du jade, c'est d'abord une histoire naturelle, d'accord? Donc l'histoire naturelle, c'est l'Himalaya. Ensuite, l'Himalaya, c'est aussi des hommes et des femmes, d'accord? Donc c'est bien que vous rattachiez l'art d'abord à la nature naturelle et la nature humaine. Le jade essentiel s'appelle Retian. Retian, en chinois, c'est coton, ou cotan en français. Et ça, en fait, c'est une ville, et c'est une région qui est le long de la rivière Yurungkax, ici. Vous voyez cette rivière? Là, vous avez la Yurungkax, la Karankax, et vous avez la Yarkand. Ces rivières sont importantes pour nous parce que c'est elles qui arrachent le jade de la montagne, qui le transforment en galet et qui l'amènent sur le bord de ce désert. D'accord? Alors ça, vous avez la carte en main pour vous montrer qu'il y a 2 principaux gisements, en fait, qui sont montrés par ces 2 petits ronds. Là, voilà. Donc le gisement clé, celui qui a donné son nom au jade magique, c'est celui de Retian. D'accord? Voilà où c'est Retian. Retian, c'est une qualité de jade et c'est un lieu. Voilà. Alors là, on tire de ces mines qu'on appelle les dépôts primaires, les dépôts géologiques primaires, on tire des blocs, d'accord, qui vont descendre au début, à l'époque, à dos d'homme. Les Ouïghours, qui occupent le Xinjiang, et les Chinois, qui sont des gens très pragmatiques, ils préfèrent que le jade descende. Et ils le récupèrent sous forme de galets, justement. Voilà pourquoi ces galets vous sont présentés. Vous voyez ? Et ces galets, ils atterrissent dans un désert, dans des rivières, qui vont descendre sous le sable à un moment, qui vont s'épuiser, donc ce sera des rivières intermittentes, comme au Sahara, ce qu'on appelle les wadis, d'accord ? Et c'est à proximité de ces rivières qu'on trouve les galets de jade. Et le jade le plus précieux de tous, le jade blanc, voilà, c'est ce qu'on espère trouver auprès de ces rivières. Donc le premier dossier, c'est comment vous savez que c'est du jade, quand c'est tout poussiéreux, tout boueux. Comment est-ce que vous pouvez savoir qu'un galet est un bon à côté d'un mauvais, quoi? C'est ce que Guillaume voulait apprendre aussi ici. Voilà. C'est ce que Guillaume voulait voir. Alors, il y a différentes manières, mais il va falloir utiliser son corps au début. Donc au début, on cherche avec les pieds. Dans la rivière, il y a de l'eau. Et à certains endroits, c'est plus froid que d'autres. Étrange. Alors maintenant, bien sûr, ils ont d'autres techniques. Okay, il faut retourner des galets par million pour en trouver un. Et de temps en temps, on trouvera de façon extrêmement rare maintenant un galet de jade blanc, et là, on fera fortune. Alors il y a aussi des blocs. Voilà ce qu'on sort des mines d'altitude. Voilà. Il peut y avoir des blocs énormes. Le gros problème, c'est comment on les met en œuvre. D'accord? Donc pour répondre à votre question de tout à l'heure, d'abord le sillage, d'abord l'explosion. C'est triste, mais c'est pas très écologique, mais avant on chauffait la paroi rocheuse et puis on jetait de l'eau pour exploser la pierre. Alors ensuite, c'est le sillage. Il faut scier, d'accord? Parce que la pierre est tellement dure qu'elle n'est pas attaquable au marteau, elle est plus dure que l'acier, d'accord? Ensuite, on atterrit rapidement à Canton, ok? Bonjour. Et là, c'est ce qu'on appelle un jade market. Le métier du jade pour un commissaire-priseur, c'est ça. Bon, combien ça vaut, voilà, à quelle époque, tout ça. Pour déterminer si c'est un jade, il y a maintenant des outils modernes, des outils de physique, alors qu'on appelle des spectroscopes, qui vous donnent la fiche d'identité de la pierre. Mais c'est onéreux de faire ça, d'accord? Et ce qui est très surprenant, c'est ça, que ça ne se fait pas encore dans le marché de l'art. On dit jade, on fait confiance à l'expert et au commissaire-priseur, qui disent c'est du jade. Bon, ça c'est du jade. Comment est-ce qu'on sait que c'est du jade?
Donc c'est une des raisons pour lesquelles on est amis avec Véronique, parce qu'on échange sur les pierres. Quand on n'a pas les moyens du laboratoire de minéralogie, il faut qu'on échange nos regards. Voilà le jade blanc, et là vous découvrez un aspect un peu laiteux, un peu crémeux, qu'on appelle gras de mouton. D'accord? Donc gras de mouton, c'est la qualité suprême du jade. C'est un jade qui peut prendre des valeurs totalement inestimables. Donc entre deux qualités de jade, on peut passer d'un prix raisonnable à quelque chose de parfaitement inestimable. Voilà, vous savez ce que c'est qu'un bloc et vous savez ce que c'est qu'un galet, vous connaissez l'origine de l'histoire naturelle du jade. Vous avez chacun pris un galet en main, je vous en prie, hein, et vous le gardez en main. D'accord. Parce qu'il y en a assez pour tout le monde, vous n'êtes pas très nombreux. Donc voilà, l'idée c'est que vous sentiez le froid, d'accord? L'idée c'est que vous sentiez que quelque chose étonnamment est glacé. Puis tout d'un coup, vous vous dites, mais attends, c'est plus du tout glacé. Qu'est-ce qui se passe? C'est en train de prendre ma chaleur. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Voilà. Il est en train de se passer quelque chose qui est de l'ordre d'autre chose que la physique. Quelque chose est en train d'interagir entre vous et la pierre qui n'est pas de la simple physique. Là, il s'agit d'énergie, d'accord? Donc il faut comprendre qu'il y a des mots centraux en Chine. L'histoire de la Chine, c'est pas seulement le dollar. Non, le chi. Maintenant, c'est le dollar. Capital. Mais avant le dollar, le mot important, c'était le chi. D'accord? Le mot capital, c'est le mot énergie. Simplement, là, en prenant cette pierre, quelque chose est en train de jouer avec vous. Alors ça, en l'occurrence, c'est une agate. Non, mais vous êtes trop mignons. Ici, il y a un grave. Il y a même plusieurs petits graves. Et il y a d'autres pierres qui ont été présentées pour vous montrer ce que le jade n'est pas. D'accord? Parce que c'est la question que tu poses. Moi, j'aimerais savoir si ça en est ou ça n'en est pas. Donc là, il y en a qui n'en sont pas. Alors évidemment, il y a de la pierre évidente, magnifique, le lapis lazuli. On ne sera jamais certain de quoi que ce soit en jade. Et donc le principal mot qu'il faut qu'on apprenne en chinois, s'il vous plaît, c'est le mot humilité. Comment est-ce qu'on peut dire que c'est moins 150, plus de 150? C'est la question que pose regardez là, le guerrier là. Il se dit, moi je veux bien, c'est précieux, mais comment je peux savoir que c'est précieux déjà? Donc le bon sens est là. D'abord, vous sachez que vous avez affaire à une pierre naturelle ou pas. Vous allez devoir distinguer des pierres qui n'en sont pas. Voilà. Qui ont été trafiquées. Ça, c'est une pierre qui n'en est pas une. Voilà. Honnêtement, vous voyez, moi aussi, je me suis fait avoir. Donc, voilà, une pierre qui n'en est pas une. Franchement, comment est-ce qu'on peut savoir que c'est pas une pierre? Vous les faites passer pour que chacun puisse... Ça, c'est pas une pierre. Ça, c'est pas une pierre. Vous voyez, on arrive à faire des matières maintenant qui arrivent à être pratiquement dans la lourdeur et dans l'aspect du jade et qui sont retravaillées en surface pour donner un effet de pierre véritable. Donc d'un côté, il y a on va dire le non-jade pour vraiment tromper, et puis après, il y a le travail dans l'esprit de l'ancien. Donc ça, c'est une des expressions que Véronique utilise volontiers dans ses descriptions d'objets, dans l'esprit des temples. Vous voyez? Dans l'esprit des rames. Ça veut dire qu'on ne se prononce pas vraiment, on est prudent sur la datation, mais on lit c'est bien dans l'esprit. Vous voyez? Il y a une honnêteté du travail, en quelque sorte. Le travail, il est juste. Le travail, il est précieux, sur une matière précieuse. Vous voyez, et ça, c'est très chinois. Hein. Je pense que comme vous démarrez, le plus important pour vous, c'est de savoir ce que les choses ne sont pas, et surtout ce que l'on ne sait pas. D'accord? Il faut que vous compreniez qu'en fait, actuellement, le marché, il y a un consensus. C'est-à-dire, on accepte que certaines pièces soient d'une certaine datation, par exemple. Alors qu'en fait, si ce n'est pas sorti d'une fouille, on ne peut pas savoir la date. On entre dans le vif du sujet, c'est la chronologie maintenant. Donc, on a vu qu'il y avait une géographie, on a une chronologie, vous avez donc une chronologie de l'histoire de Chine. Celle que vous avez là est intéressante parce qu'elle démarre à moins 6000, d'accord? Et il y a effectivement du jade qui est archéologiquement datable du 6e millénaire. Donc ce que vous avez, c'est l'observation à la loupe de traces, ok, sur l'objet pour essayer de deviner si ça a été fait avec des objets de pierre à l'origine, très longuement polis, creusés, n'est-ce pas, ou si ça a été fait avec des objets métalliques ou la fraise à diamant plus récente. Et après, avec le toucher, vous prenez l'habitude de reconnaître une différence. Mais ça reste une opinion, d'accord? Vous voyez, il n'y a pas de science absolue en matière de jade. Donc là, j'attire votre attention sur cet objet Rongshan qui est au musée du palais à Taipei, je crois. Et ça s'appelle, ça c'est les formes de la sciation de Rongshan, les premières formes très étranges.
Regardez au début comme il se complique la vie, quoi. Dans une pierre très dure, arriver à tailler un truc, c'est complètement dément comme ça. Et ensuite, vous observez des trous, vous observez des creux, ok? Et c'est à la loupe que vous allez estimer si, vous voyez, quand vous êtes en fort grossissement, vous voyez un travail, il n'y a pas eu de métal qui a été utilisé, il n'y a pas eu de fraise de diamant, vous avez quelque chose qui a été très longuement usé. Voilà, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous voyez, alors, c'est pas évident, mais vous le voyez au moins. Vous voyez. Donc on définit des lignes en enlevant du matériel, et ça c'est une technique qui remonte au néolithique, qu'on trouve dans d'autres métiers. Voilà un autre exemple. Vous avez une hache avec d'étranges signes qui ne sont pas très beaux, mais qui sont la preuve de l'authenticité de l'objet. Parce que l'objet, il a été taillé progressivement par une scie circulaire. Alors, on sait utiliser depuis des époques très anciennes des axes qui tournent. Donc là, on utilise la rotation pour appliquer sur l'objet quelque chose qui va être de l'os, du bois, du bambou, et on utilise un abrasif, d'accord? Donc, en fait, il faut pressentir l'utilisation d'un abrasif. C'est la seule manière ancienne d'attaquer le jade. On doit utiliser une technique d'abrasion, c'est-à-dire du sable, d'accord? Le sable, c'est de la silice pure, c'est donc du quartz, dureté 7 sur l'échelle de Mohs, donc c'est plus dur, de l'eau, de l'huile de coude, du sable, et quelque chose en rotation pour faire un trou, d'accord? Pour faire un perçage, ou en rotation sous forme de roue pour faire un sciage. Et là, vous voyez les traces progressives du sciage. Ça, ces éléments-là, c'est très très clairement quelque chose qui a été fait longuement, avec plusieurs essais successifs. Vous voyez, c'est une continuité dans le geste. Ce mode d'abrasion circulaire va être typique d'une époque ancienne, en relation du néolithique, reprise au musée de Taipei de la Cité interdite. Je voudrais juste vous montrer le perçage. D'abord, que vous vous rendiez compte que ça, c'est une pièce qui vient de la préhistoire. C'est impossible. Comment est-ce que c'est impossible? Attendez, moi, j'ai mis des années à croire. Hein. Regardez le détail, la fluidité du motif. Tout ça par enlèvement, par abrasion, d'accord, des creux pour faire ressortir des traits. Il faut que vous ayez conscience de l'extraordinaire niveau de sophistication. Donc si ce n'est pas très sophistiqué, il y aura des chances que ce soit plus moderne. Étonnamment, plus sophistiqué égale plus ancien. Donc là, simplement, on voudrait vous montrer la nature du perçage en néolithique, puisqu'on y est pour le moment, ce qui va qualifier l'intérêt d'une pièce. Je vais écraser personne. C'est comment est-ce qu'on qualifie le perçage. Alors, voilà, là c'est des pièces avec un perçage, vous voyez. Alors, simplement vous allez deviner avec moi, avec les yeux de la foi, que ça a été fait de façon progressive, d'accord? Ok? Longuement et progressivement. Vous voyez les hésitations, hein, on dirait des remords en peinture, d'accord? Et ensuite c'est percé des deux côtés, vous voyez? Voilà un exemple de pièce qui est authentique parce qu'on a fait un effort de traverser, vous vous rendez compte, l'épaisseur, ok? Avec des heures et des heures d'un patient travail d'abrasion. Ok, voilà. Sinon, il y a des perceuses à diamant, c'est un peu plus rapide, quoi. Mais ça ne va pas laisser les mêmes traces. Voilà un autre exemple de pièce. Ensuite, vous passez la main. Bon, il faut avoir des petits doigts en jade. Hein. Et là, vous vous rendez compte qu'il y a une certaine forme de douceur aussi. Donc, il y a aussi l'aspect manuel des choses, d'accord? L'aspect visuel qui vous évoque une technique de perçage ancienne et un aspect manuel, sensitif, vous voyez. Vous sentez plus de douceur, vous ne voyez pas d'aspérité. Et ce vers quoi Véronique veut m'amener, c'est que si vous sentez sur un jade quelque chose d'un peu plus aigu, assez logiquement... Allô? Comment? Si c'est plus aigu, si c'est plus... C'est plus moderne. C'est plus moderne. Ces pièces qui sortent de l'époque des chambres pour arriver vers l'époque des Zhou. Je suis désolé pour l'accélération en kaléidoscope. Quand vous touchez un jade ancien, vous savez qu'il est ancien, d'accord? La plupart du temps, on est dans le doute parce qu'on est au 21e et qu'il y a beaucoup de matériel qui circule. Et d'origine, ce qui se passe, c'est qu'elle est patinée par le temps. À partir d'un siècle, une personne avec du jade, le jade va prendre une douceur avec le temps, la fluidité et la dureté. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve parfaitement avec le jade. Le jade, c'est une pierre liquide. C'est pas possible de tailler ça, c'est bien trop dur.
Les gars, ils arrivent à liquéfier la pierre, ils lui disent transforme-toi en dragon, et elle se transforme en dragon. C'est la seule possibilité. Sinon, il faudrait 6000 heures. Eh bien oui, 6000 heures. Voilà. La hache, voilà, à peu près 4000, 5000 heures de travail. À partir d'un galet.